Bonjour à tous. On est le mercredi 15 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère Matthew Ho est avec nous. Bienvenue à nouveau, Matt. Salut Nima, ça fait plaisir de te voir. Ravi de te revoir, Matt. Je voudrais commencer par la situation dans le Golfe Persique. En ce moment même, d'après certains rapports venus du Koweït, l'Iran attaquerait le Koweït avec des drones, pas avec des missiles. Et le détroit, comme tu le sais, est à nouveau bloqué. Il est fermé. Et l'un des navires, au moins on a des images d'un navire turc en train de couler dans le détroit d'Ormuz. Regarde, voici les images, Matt. J'avais pas vu cette vidéo. Enfin, c'est quoi ça? Un pétrolier? C'est bien un pétrolier? Tu sais? Ouais, c'est un pétrolier. Je sais pas, c'est du fret? Je sais pas quel genre de pétrolier c'est. Oui, enfin je veux dire, c'est bien le danger lié aux dégâts environnementaux, non? Oui, exactement. Le coût ici, c'est ça, les dégâts sur l'environnement. Enlever ces choses plus tard sera quasiment impossible. Et puis ces coûts. Mais maintenant, je suis sûr que vous savez, tous les armateurs et leurs assureurs se disent « Non, personne ne bouge », n'est-ce pas? J'ai entendu aujourd'hui que 13 marins indiens ont été tués ces derniers mois. À ce stade, les Américains ont frappé 8 navires et les Iraniens à peu près autant, peut-être même plus. On en arrive presque à pouvoir dire que des dizaines de navires ont été touchés ces derniers mois. Donc, oui, les armateurs et leurs assureurs vont dire non, on ne fait pas ça. Et je sais que le trafic avait ralenti. Je crois qu'il n'y avait que 6 navires dimanche. 6. Je ne sais pas pour lundi, mais hier, il y en avait 21. Mais maintenant, avec le blocus américain, enfin, qui sait combien vont réussir à passer? Et je n'ai pas vérifié le pétrole. La dernière fois que j'ai regardé, c'était de nouveau au-dessus de $80 le baril, et ça remontait régulièrement. Donc oui, franchement, qui sait où tout ça va aller? Je ne pense pas qu'ils sachent eux-mêmes, tu vois? Et quand je dis « ils », je parle des Américains. Je ne crois pas que les Américains sachent vraiment ce qu'ils font dans cette affaire. Vraiment, je ne le pense pas. Je crois que toi, moi et tout le monde, on essaie juste de comprendre ce qui se passe. Mais c'est peine perdue. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. On l'a déjà dit plein de fois, mais on a affaire à un roi fou, un empereur fou, entouré de ses sbires. Franchement, si quelqu'un croit encore que Marco Rubio, J.D. Vance, Steve Witkoff ou les autres ont une idée claire de la façon d'avancer là-dedans, une idée qui ne soit pas liée à leurs propres intérêts, j'en doute. Enfin bon. Et puis, on dirait bien que ces affrontements ne vont pas s'arrêter de sitôt. Je sais que Donald Trump a dit que ça pourrait durer des semaines et que la semaine prochaine, ils allaient commencer à frapper les centrales électriques, les ponts et d'autres infrastructures civiles. On verra bien si c'est ce qui se passe. Oui, oui. J.D. Vance a encore disparu, comme vous le savez. Le gentil flic a quitté la scène. Il prépare déjà la prochaine étape de ce processus trompeur. Voici d'ailleurs ce que Donald Trump a dit à propos de cette descente. On frappe tout ce qu'ils ont le long de la côte, tout le long du littoral. Si vous regardez le détroit d'Ormuz, on a du mal à trouver où ils ont quoi que ce soit. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on garde le passage ouvert. J'avais envisagé de faire payer des frais, mais à la place, ils préfèrent dépenser beaucoup d'argent aux États-Unis, ce qui franchement est mieux, parce que je n'aime pas l'idée d'un droit de passage. Il faut que ça reste gratuit, sinon d'autres feront la même chose. Mais je pense qu'on a fait d'énormes progrès. Donc vos objectifs, c'est de... Oui. Oui, enfin, on voit bien que les Américains frappent assez fort dans la zone autour du détroit d'Ormuz. Ils ont aussi visé près de Téhéran, à Boucher,
et jusque dans les régions plus à l'est de l'Iran. Mais s'ils pensent qu'en se concentrant uniquement sur les îles et les zones côtières, tout près du détroit d'Ormuz, ils vont limiter la capacité des Iraniens à contrôler le passage des navires, ils se trompent lourdement. Ils ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire concrètement de contrôler le transit dans et hors du Golfe. Les Iraniens pourraient très bien viser des navires dans la mer d'Arabie ou dans le golfe d'Oman. Ils pourraient aussi s'en prendre à tous les bateaux qui stationnent simplement dans le golfe Persique. Les Iraniens n'ont pas de... Enfin, c'est pareil de leur côté aussi. Aux États-Unis, on a cette obsession du contrôle du détroit d'Ormuz, comme si, littéralement, ils étaient là à tenir des postes de péage, comme s'ils étaient sur leur bateau à empêcher les autres de passer, ou comme si on était au XVIIIe siècle et qu'ils avaient tendu une énorme chaîne à travers le détroit pour le bloquer. Cette fixation sur le contrôle physique, alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un contrôle par le feu. Autrement dit, l'enjeu, ce n'est pas le détroit en lui-même, mais la confiance des compagnies maritimes et de leurs assureurs. Est-ce qu'ils pensent pouvoir entrer et sortir du golfe Persique sans que leurs navires soient détruits? Voilà la vraie question. Donc oui, peu importe qu'un navire soit touché en plein milieu du détroit d'Ormuz, quelque part au nord du golfe Persique, ou même plus loin, en mer d'Arabie. Le sens reste le même, l'intention aussi. Alors, cette obsession autour du contrôle du détroit d'Ormuz passe à côté de l'essentiel, ce que les Iraniens contrôlent vraiment. Et ce qu'ils contrôlent, c'est la navigation. Ils contrôlent le transport maritime et le transit dans tout le golfe Persique, pas seulement, vous savez, ces étroits passages. Bien sûr, c'est facile de se concentrer sur le détroit. Et oui, il est important, ne me faites pas dire le contraire. Mais on passe à côté de la réalité d'ensemble. Les Iraniens contrôlent le passage vers et depuis le golfe Persique par la force du feu, pas en ayant une présence physique dans le détroit d'Ormuz ou en y arrêtant les navires un par un. Il y a 2 points, Matt. Le premier, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Au lieu de parler d'un système de péage, ce qu'il évoquait, 20%, ça veut dire que certaines personnes dans l'administration lui ont dit « ne dis pas ça ». Nous, on défendait l'idée de ne pas avoir de système de péage. En disant ça, tu le rends légitime. J'ai bien aimé la réponse d'Abbas Araghchi quand il a dit « Eh bien, il a raison. Si ça te coûte quelque chose, tu devrais être remboursé. Mais nous, on le fera à un prix beaucoup plus juste. » Oui. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand on affirme que ces pays du Golfe vont investir aux États-Unis, au lieu de nous compenser pour ce que nous faisons dans le détroit d'Ormuz, les soutenir, garantir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, il a dit d'un côté qu'ils allaient investir aux États-Unis. Et de l'autre, dans l'autre vidéo dont vous avez parlé, il a dit que la semaine prochaine, on allait attaquer des centrales électriques iraniennes. Des infrastructures en Iran vont être frappées par les États-Unis. Ça veut dire que l'Iran va riposter, exactement comme on l'a vu depuis le début de la guerre. À chaque fois qu'on frappe quelque chose en Iran, ils répondent de la même manière. S'ils s'en prennent aux centrales électriques de ces pays, ou si ça touche les installations pétrolières, les sites énergétiques, voire les usines de dessalement, ce sera énorme pour ces pays. Comment vont-ils pouvoir investir aux États-Unis dans de telles conditions? Non, ils ne pourront pas. Ils ne pourront tout simplement pas. Je veux dire, comment pourraient-ils investir quelque part s'ils n'ont aucun revenu? Comment pourraient-ils investir s'ils doivent retirer de l'argent de leurs placements actuels, de leurs avoirs existants, pour soutenir leurs économies en difficulté? On l'a déjà vu en avril dernier. Les Émiratis seraient allés voir le département du Trésor américain en disant « Écoutez,
Il nous faut un échange de devises, en gros un plan de sauvetage. Vous devez nous accorder, comme vous l'avez fait pour la Malaisie et l'Argentine, un swap de devises de 20 milliards de dollars. Sinon, on va se retrouver dans une situation vraiment très compliquée. Donc non, ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une question d'investissement venant du reste du monde, ni même des pays du CCG. C'est toute l'économie mondiale qui est concernée. Il n'y aura plus d'investissement de nulle part. Si on revient à une situation de guerre, comme on en parle avec cette attaque contre les infrastructures énergétiques, mais aussi contre d'autres infrastructures civiles, la destruction des installations des pays du Golfe par les Iraniens semble presque inévitable. C'est d'ailleurs ce que les Iraniens ont dit qu'ils feraient. Et on les a vus, pendant les campagnes de mars et d'avril, montrer qu'ils en avaient la capacité. Mener ce genre d'attaque, viser avec précision, savoir exactement où frapper, pour par exemple arrêter la production de gaz naturel au Qatar, le plus grand producteur mondial de gaz naturel, ou peut-être le deuxième, voire le troisième après les Russes. Mais oui, enfin bref, quoi qu'il en soit, les Qataris produisent un cinquième du gaz naturel mondial. Et les Iraniens ont réussi à bloquer un cinquième de cette production pendant 4 à 5 ans à cause de leurs attaques contre les infrastructures qataries. Donc oui, c'est pas seulement une question de pays du Golfe qui n'investissent plus aux États-Unis, c'est une question de tout le monde en fait. Parce qu'on va entrer dans une dépression mondiale et plus personne ne mettra son argent ailleurs que chez soi. C'est juste la réalité de ce qui va se passer. Et vous avez Où est-ce que c'était? Il y a quelques mois, les signes montraient que la majorité des family office, vous savez, ces sociétés d'investissement qui gèrent les fortunes des plus riches en dehors des États-Unis, n'allaient pas investir aux États-Unis. Il y avait des inquiétudes, bien sûr, à cause de ce gouvernement, de son chaos, de son incertitude, de son imprévisibilité, mais aussi à cause d'une crise obligataire qui se profilait aux États-Unis, de problèmes structurels plus larges dans l'économie américaine, et de la conviction que tout cela finirait par affaiblir le dollar. Que quelle que soit la force que le dollar a pu garder depuis un an environ, il ne pourra pas la maintenir encore longtemps. Je pense que ce n'est pas seulement une question, Nima, comme tu le disais, de ces États qui ne mettent pas d'argent là-dedans. C'est quelque chose dont Donald Trump se vante tout le temps. Il se vante d'avoir 17 ou 19 000 milliards de dollars d'investissements étrangers aux États-Unis. À mon avis, ces chiffres sont largement exagérés. Mais tu sais, si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'investissement nulle part, parce que le monde se dirigera vers une dépression mondiale si les infrastructures énergétiques du Golfe sont détruites. En parlant du coût de la guerre jusqu'à présent, on s'est basé sur les chiffres communiqués par le Pentagone. Officiellement, ils ont estimé que la guerre avait coûté environ 30 milliards de dollars. Mais selon les estimations internes du gouvernement américain, on parle plutôt d'un montant compris entre 80 et 100 milliards de dollars. C'est cette estimation qui a été rapportée par NBC News, Matt. Exact. Et quand il parle de compensation, en gros, il demande à tous ces pays du Golfe de payer pour ça. Oui, c'est ça. Vous savez, cette idée remonte à plusieurs décennies aux États-Unis. L'idée souvent portée par des responsables politiques que nos guerres seraient financées par d'autres. Il y a d'ailleurs une part de vérité dans le cas de la guerre du Golfe, la première guerre d'Irak, où les États du Golfe ont effectivement contribué de manière importante. Je ne sais pas si elle a été entièrement financée,
comme l'affirmait l'administration de George H.W. Bush, mais au moins, il y a eu un effort dans ce sens. Et puis, bien sûr, il y a la réalité de la guerre d'Irak. On croyait que cette guerre se financerait d'elle-même, que les coûts seraient minimes au départ, mais qu'elle finirait par s'autofinancer. Évidemment, ça ne s'est jamais produit. Et même Donald Trump, pendant sa campagne en 2016, disait qu'il ferait payer le mur qu'il voulait construire à la frontière entre le Mexique et les États-Unis par le gouvernement mexicain. Là encore, ça ne s'est pas fait. Il y a toujours cette espèce de fantasme. Il y a toujours cette idée que ce sont les autres qui doivent payer, que ce soit d'autres pays, ou que la guerre finirait par se financer toute seule. Et maintenant, on entend peut-être cette nouvelle version. Donald Trump a dit que ce ne serait pas une taxe de 20% pour que les États-Unis deviennent, comme il l'a dit, les anges gardiens du détroit d'Ormuz, mais qu'il y aurait plutôt des accords commerciaux qui compenseraient les Américains. Donc oui, cette idée que les États-Unis font tout ça pour les autres, que les autres ne sont pas reconnaissants et qui devraient nous payer pour ça. Et d'ailleurs, on peut élargir cette discussion à l'OTAN aussi. Donald Trump, vous savez, est obsédé par ce sujet. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient uniquement de lui. Si on remonte à l'administration de Barack Obama disait déjà que l'OTAN ne faisait pas sa part du travail. Je ne pense pas que ce soit exactement ces mots, mais en gros, il expliquait que les pays européens devaient payer davantage pour leur défense collective, qu'ils devaient contribuer plus qu'ils ne l'avaient fait jusque-là, et que les États-Unis, eux, n'allaient plus autant contribuer. Et c'est vrai qu'on a vu une réduction des forces américaines en Europe pendant les années Obama. Et tout ça, en partie, c'est parce qu'il y a eu les guerres en Irak, les guerres en Afghanistan et les guerres contre l'État islamique, bien sûr. Mais aussi, il y a eu cette idée, cette sorte de fantasme, ce fantasme permanent du pivot vers l'Asie et de la confrontation avec la Chine. Du coup, les États-Unis ne peuvent pas continuer à dépenser de l'argent au Moyen-Orient, ni en Europe, parce qu'on dit qu'il faut garder cet argent pour se concentrer sur la Chine. C'est une idée très fantaisiste qu'on ressort pour justifier la guerre, pour faire croire que la guerre ne sera pas si terrible, pour dire en gros, et on pourrait même en tirer profit. Et vous savez, à Washington, tout le monde semble s'en servir pour justifier sa propre guerre choisie. Il a dit que les pays du Golfe voulaient que je sois présent dans le Golfe Persique, à condition qu'ils payent pour la guerre. Et cette guerre-là, je ne sais pas quelle est la perception dans la plupart de ces pays du Golfe, mais je suis sûr qu'ils ne sont pas assez stupides pour croire qu'ils peuvent vaincre l'Iran avec ce genre d'attaque. Vous savez, ces représailles, coup pour coup, frapper une cible ici ou là, ça peut durer éternellement. Vous n'obtiendrez aucun résultat avec ce type d'attaque. Donc ça veut dire que tant que les États-Unis resteront là-bas, c'est vous qui allez payer pour ça. Voilà. Et puis, on a aussi entendu, ces derniers mois, pas mal de rumeurs, de chuchotements, de petits bruits, si vous voulez, à propos de ces États du Golfe qui voudraient se rapprocher des Iraniens. Ils voudraient, une fois tout ça terminé, s'installer dans une nouvelle relation avec eux. On a d'ailleurs vu l'établissement de relations entre les Saoudiens et les Iraniens. C'était quoi? 2022-2023. Donc, il y a déjà une base pour ça. Et puis, ces derniers mois, on a vu des informations sur les Qataris et les Émiratis qui auraient conclu des accords séparés avec les Iraniens, peut-être même en leur versant de l'argent pour éviter d'être pris pour cible. C'est l'une des théories les plus répandues. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais bien sûr, tu as tout à fait raison, Nima. Où est-ce que tout ça mène?
Et eux, où pensent-ils que ça va aller? Ils ne peuvent pas croire une seconde que leur contribution va faire pencher la balance. Ils ne peuvent pas croire non plus que leur participation à cette guerre, avec leur capacité limitée à mener des frappes en Iran, va changer quoi que ce soit, ni que ça va forcer l'Iran à capituler. Et puis il y a la simple logique de ce qu'il y a en face. L'Iran ne va nulle part. Donc soit on travaille à avoir un Iran avec lequel on peut s'associer, commercer, entretenir des relations raisonnables, soit on continue à servir les intérêts des États-Unis. Mais avec quoi, au juste? L'espoir que l'Iran s'effondre. L'espoir que l'Iran devienne un État en faillite. C'est à ça que vous contribuez. C'est ce que vous essayez d'obtenir ici. Parce que si on parle de vos propres intérêts, ce serait une catastrophe absolue. L'idée qu'un pays de 90 à 92 millions d'habitants s'effondre juste à côté de chez vous, quel dirigeant sensé, quel gouvernement raisonnable accepterait une chose pareille? Donc, à mon avis, certaines de leurs attaques sont purement symboliques. Ils le font parce qu'ils doivent le faire. Ils nous frappent, on doit répondre. Et ça, c'est compréhensible. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée qu'ils subissent des pressions de la part des Américains pour participer, en plus du fait que les États-Unis et ces pays arabes du Golfe entretiennent depuis longtemps des partenariats très étroits. Ces États sont depuis pas mal de temps des vassaux de l'Empire américain. Et donc ces relations, qu'elles soient personnelles ou institutionnelles, dans les services de sécurité ou au sein des gouvernements, les amènent naturellement à agir dans l'intérêt de cet empire américain. Parce que ce sont justement ces intérêts-là qui les ont conduits aux positions qu'ils occupent aujourd'hui. Je pense donc qu'il reste encore beaucoup de ça, oui. Mais je sais que quand on regarde tout ça, on peut s'empêcher de secouer la tête et de se dire « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Je pense que, du côté du gouvernement qatari, ils ont vraiment tout fait pour résoudre le problème. Ils ont coopéré, ils ont participé aux discussions, ils faisaient partie des deux médiateurs avec les Pakistanais pour essayer de rapprocher les deux camps, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils doivent passer par le détroit d'Ormuz. Le Qatar doit utiliser le détroit d'Ormuz. Il n'y a pas d'autre option pour le Qatar. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'ils coopèrent d'une certaine manière avec les États-Unis, en utilisant la partie sud de cette voie commerciale, avec leurs pétroliers. Ils prennent des risques avec leurs navires. Et quand on met ces deux images côte à côte, ça ne colle pas. D'un côté, ils sont désespérés d'ouvrir le détroit d'Ormuz, mais de l'autre, ils ne font rien pour faciliter cela. Au contraire, ils contribuent aux perturbations, aux problèmes dans ce détroit. Ne les les résoudre. Oui, ils vont dans ce sens. Je veux dire, ce ne sont peut-être pas eux qui mènent cette guerre, mais ils y contribuent clairement, non? Et j'ai une métaphore assez crue que je pourrais emprunter à mon temps dans les marines pour décrire ça, mais je te la raconterai hors antenne. Mais l'idée qu'ils continuent à servir les intérêts américains et israéliens ici, oui, c'est évident, non? On le voit. Et on les a vus réagir. On a vu, par exemple, les Saoudiens et les Koweïtiens quand Donald Trump voulait lancer son Project Freedom. On a vu les Koweïtiens et les Saoudiens dire « Non, on ne va pas vous laisser utiliser notre espace aérien pour ce Project Freedom. » À l'époque, l'histoire qu'on racontait, c'était que les Saoudiens et les Koweïtiens s'étaient sentis offensés. Mais en réalité, non. Ce qui se passait, c'est qu'ils ne voulaient pas voir la guerre repartir à la hausse à ce moment-là. Je pense qu'ils croyaient qu'il y avait encore une chance. On n'avait pas encore le protocole d'accord à ce stade, mais c'était encore le début du processus de cessez-le-feu, le début des négociations. Et une escalade de ce genre aurait détruit toute possibilité d'avancer. Aujourd'hui, ils participent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont encore une fois des États vassaux de l'Empire américain.
Et peut-être qu'il voit aussi que tout ça ne mènera pas à un accord, pas à une solution négociée, que ce sera un état de guerre chronique qui va durer des années. Et ils comprennent que pour eux, le mieux, c'est de rester dans les bonnes grâces des Américains. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en même temps, ce n'est pas moi qui suis au pouvoir dans ces pays. Ce n'est pas moi dont les institutions ont été construites autour du soutien de l'armée américaine, des services de renseignement américains et de relations très étroites entre ces États et les responsables politiques américains. Je veux dire, revenons un an en arrière. Souvenons-nous de la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite, au Qatar, chez les Émiratis. On a bien vu à quel point Al-Thani, MBS, MBZ croyaient en cette relation. Les Qataris lui ont offert un avion d'une valeur d'un demi-milliard de dollars. Ils croient vraiment que pour eux, peut-être pas pour leur pays, mais pour eux personnellement, le mieux, c'est de continuer cette relation avec les États-Unis. C'est ce qui les a menés jusque-là. Et c'est aussi, selon eux, la meilleure façon d'aller de l'avant pour garder le soutien nécessaire au maintien de leur pouvoir. Enfin, c'est l'explication à laquelle j'en arrive, Nima, en essayant de comprendre tout ça. Parce que si on regarde les choses de manière rationnelle, de manière logique, ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir, sinon plus de la même chose? Je veux dire, si vous êtes le Koweït, le Qatar ou Bahreïn, vous continuez d'héberger ces bases américaines. Vous laissez les Américains agir comme ils veulent. Vous les laissez, eux et les Israéliens, faire la guerre à leur manière. Vous les laissez vous trahir, vous doubler, faire ce qu'ils veulent, utiliser votre pays comme zone tampon dans leur guerre contre l'Iran, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique. Bon, on va jouer à ce jeu de guerre économique, à ce bras de fer avec l'Iran. On va s'appuyer sur les Émiratis, sur les Bahreïnis, sur les Qataris, tu vois. Les Américains, eux, qu'est-ce qu'ils sacrifient là-dedans? Dès le premier jour des attaques, les Américains évacuent leurs bases de tous ces pays. Des bases qui étaient censées servir de bouclier pour protéger ces pays contre l'agression iranienne, non? Et au final, ces bases deviennent juste des éponges pour les missiles et les drones iraniens. Alors, qui en paie le prix? Ce sont leurs populations qui en paient le prix. Il n'y a pas eu énormément de victimes civiles dans ces pays, surtout si on compare par exemple avec l'Iran ou le Liban. Mais il y en a eu quand même. Et ces victimes, elles viennent d'où? En grande partie, ce sont des victimes de missiles iraniens et de drones iraniens abattus par les systèmes de défense aérienne. Du coup, ils ne touchent pas leur cible, ils s'écrasent sur la maison de quelqu'un à la place. Voilà. Alors, qui paie le prix de tout ça? Même quand les Américains défendent en réalité votre pays contre ces attaques, qui sont les gens qui se font frapper? Les Américains, eux, se défendent contre les attaques. Ils ne se soucient pas du fait que ces missiles et ces drones finissent, vous savez, sur la maison de quelqu'un. Donc oui, franchement, ça n'a pas beaucoup de sens, ni logiquement, ni rationnellement. Mais en même temps, rien dans cette attaque n'a de sens, ni logiquement, ni rationnellement, dans le cadre de cette guerre impériale américano-israélienne. La seule explication qui me vient à l'esprit pour ce que Donald Trump essaie de faire avec le dossier iranien, c'est la coercition. Une politique de contrainte, en quelque sorte, pour les forcer à conclure un accord d'une manière ou d'une autre. C'était déjà la même chose quand la guerre a commencé, le 28 février. Et on sait bien comment tout ça s'est retourné contre eux. Vous vous souvenez des conditions avant le début de la guerre. Il y avait une énorme pression sur l'économie iranienne. Il y avait ces manifestations, puis des émeutes. Donald Trump était sorti en disant que 55-80 000 personnes avaient été tuées en 2 jours d'ailleurs. Et on voit bien, ils avaient tout préparé avant que la guerre n'éclate. Et aujourd'hui,
Je ne comprends pas pourquoi on en est là, parce qu'à mon avis, pour comprendre le comportement iranien, la façon dont ils prennent leurs décisions, leur logique, il faut voir qu'ils vont se renforcer, ils vont se durcir, ils ne vont pas devenir plus souples qu'avant. Leur position va devenir de plus en plus ferme au fil du temps, avec ces attaques. Oui, oui. Ce n'est pas la perception de l'administration Trump. Non, je veux dire, je pense que l'administration Trump est vraiment dans l'impasse. Ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient avant la guerre. Ils ne savent pas ce qu'ils font pendant la guerre. Et ils ne savent toujours pas ce qu'ils font maintenant. Ils ne savent même pas comment appeler ce qui se passe en ce moment. Ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer ce soir, encore moins la semaine prochaine. Je suis sûr que, tu vois, le fait que les États-Unis lancent ou non des frappes contre l'Iran aujourd'hui dépend entièrement de ce que Donald Trump ressent. Voilà. Il n'y a pas de plan ici, pas de stratégie. Alors, leur espoir que les Iraniens vont, d'une manière ou d'une autre, changer d'avis là-dessus, ou leur espoir qu'il y aura une sorte de soulèvement ou un renversement du gouvernement, ou que l'économie va tellement s'effondrer qu'elle finira par craquer, ou que le peuple se révoltera et renversera le régime parce que le pain coûte 12 000 $ la miche, ou peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est à ça qu'ils s'accrochent. En gros, leur stratégie ici, c'est une stratégie de l'espoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la stratégie américaine, dans leur guerre, depuis des décennies. Cette idée qu'on va espérer qu'ils changent d'avis, qu'on va espérer que la population finira par nous apprécier, qu'on va espérer qu'on apparaîtra, d'une manière ou d'une autre, comme un meilleur choix que les talibans, ou peu importe. Franchement, c'est de la folie. Et où tout ça mène, on n'en sait rien. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera la semaine prochaine, personne ne peut le dire. Je veux dire, je pensais qu'ils allaient finir par se stabiliser. En gros, enfin, je ne croyais pas qu'un accord négocié serait possible. Mais je pensais que ce protocole d'accord serait quelque chose dont ils parleraient pendant des mois. Qu'il y aurait des allers-retours, parfois un peu de combat pendant un jour ou deux, peut-être 3, les rues fermées quelques jours, puis rouvertes, et que tout redeviendrait calme 1 semaine ou 2 avant que ça ne reparte. Bref, ce va-et-vient, surtout pour montrer les muscles devant leurs opinions publiques. C'est comme ça que j'imaginais les prochains mois. Mais évidemment, c'était trop rationnel, trop logique, trop sensé. Alors nous voilà de nouveau à se demander, qu'est-ce qu'on attend vraiment? Qu'est-ce qui va vraiment changer? Ils n'ont pas, Nima, une espèce de super arme secrète, un laser à rayon X capable de faire fondre les villes de missiles sous les montagnes. Et maintenant, on entend parler de la possibilité d'utiliser une arme nucléaire contre la montagne Pickaxe. La montagne Pickaxe, bien sûr, c'est maintenant l'un des sites où les Iraniens mènent des recherches nucléaires. Enfin, c'est le terme qu'on utilise ici, aux États-Unis. C'est l'endroit dont tout le monde parle en ce moment, la montagne Pickaxe. Ce n'est plus Ispahan, ni l'île de Karg, ni Bandar Abbas, ni aucun de ces lieux-là. Non, maintenant c'est Pickaxe Mountain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à propos de Pickaxe Mountain? Et du coup, la discussion revient à un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois. Je sais que vous en avez parlé avec d'autres aussi. Cette idée que les Américains pourraient utiliser une arme nucléaire. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils comptent frapper à Pickaxe Mountain? Franchement, rien que le nom te dit déjà tout ce qu'il faut savoir sur cet endroit. Vous savez, il n'y a rien dans l'arsenal américain qui puisse percer la montagne Pickaxe, sauf peut-être une arme nucléaire pour essayer de la faire s'effondrer à cause de la puissance qu'il y a là-bas. Donc on en revient à ce point où, bon sang, je pensais qu'on en était un peu sorti. On doit de nouveau s'inquiéter, comme en avril, de cette idée que les Américains ou les Israéliens puissent envisager d'utiliser une arme nucléaire.
Et nous y revoilà. Mais je ne vois pas ce qu'ils pensent pouvoir accomplir. Ils ne peuvent rien accomplir, vraiment rien, à part maintenir cette guerre en cours et espérer, les doigts croisés, qu'un événement imprévisible vienne, d'une façon ou d'une autre, changer le cours des choses. Tu sais, quand on parle de la montagne Pickaxe, elle est faite de granit, Matt. Et le granit, pour ceux qui connaissent un peu la géologie et les minéraux, eh bien, sur l'échelle de dureté des minéraux, on va de 1 à 10. 1, c'est le talc, et 10, c'est le diamant. Le granit, lui, c'est un mélange de feldspath et de quartz. La dureté de ces deux minéraux est de 6 et 7. Ils sont vraiment très durs, ces deux-là. Leur combinaison forme le granit. Et c'est quasiment impossible à casser. C'est l'une des roches les plus dures qu'on trouve à la surface. On les appelle des roches intrusives parce qu'elles se forment à une certaine profondeur dans le sol. Et c'est incroyable. L'épaisseur est énorme, vraiment inimaginable. On ne peut rien frapper de cette façon-là. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est votre métier, votre domaine, c'est votre vie professionnelle, c'est ce que vous connaissez. C'est le professeur Nima qui nous explique tout ça maintenant. Donc d'un côté, on parle de la difficulté, de la solidité de cette structure. Mais il y a aussi autre chose. Ils ont délibérément construit cet endroit pour résister à des attaques américaines. Autrement dit, ils ont pris quelque chose qui, à la base, était déjà extrêmement dur, solide, pratiquement impénétrable, et ils y ont ajouté des structures pensées pour ce moment précis. En somme, non seulement ils ont utilisé une montagne que la nature avait déjà façonnée comme une forteresse, mais ils l'ont encore renforcée eux-mêmes, en prévision de cette situation. Alors, oui, je ne sais pas vraiment ce qui pourrait avoir un effet. J'imagine qu'avec une arme nucléaire, l'idée c'est qu'il y a tellement... Enfin, tu parles souvent avec Ted Postol, donc je lui ai demandé, tu vois, mais en gros, qu'il y a tellement d'énergie libérée, une pression tellement énorme, que cette pression, cette énergie, se transmettrait à travers le granit et ferait s'effondrer les tunnels qui sont creusés en profondeur. System est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais c'est que toi, tu en sais bien plus que moi, c'est. Matt. Je ne pense pas qu'il y ait une solution militaire à ce problème. Du moins, d'après ce qu'on sait de ces bombes et de ces munitions anti-bunker. Elles ne sont pas si efficaces que ça. Exactement. Et les êtres humains n'ont pas de solution à ça. On le sait parce qu'on fort. C'est ce qu'on fait en ingénierie géotechnique. On veut aller très profondément pour voir ce qui se passe. C'est extrêmement difficile. Même avec un matériau aussi dur que le diamant, c'est presque impossible de percer. Alors, ces bombes anti-bunker ou ces bombardiers B-2, B-52, je ne pense pas qu'ils aient la moindre solution à ce problème. Je ne pense pas qu'on en ait encore. Je ne crois pas qu'on ait encore de ces MOP, les Massive Ordnance Penetrators. Excusez-moi. Non, vraiment, je ne pense pas qu'il en reste. Ou alors s'il en reste, c'est à peine 2 ou 3. L'inventaire en comptait seulement une vingtaine, 24 à peu près. C'est une information qu'on peut trouver en ligne. Et je crois qu'il n'en reste 1 ou 2 douzaines. Ils en ont utilisé, 12 ou 14 l'an dernier, en 2025. Et ils en ont encore utilisé plusieurs pendant la campagne de cette année. Mais, vous savez, encore une fois, je ne pense pas qu'ils aient l'effet recherché. Et puis, les Iraniens s'y sont préparés. Donc, admettons qu'ils aient un effet, ces MOP, ces bombes à pénétration massive. Admettons qu'elles puissent percer, qu'elles puissent frapper fort, transférer une énorme quantité d'énergie, et que cette explosion, cette onde de choc, puisse faire s'effondrer un tunnel. Mais les Iraniens le savent. Ils ont donc conçu leurs installations pour résister à ce genre d'attaque. Ils les ont enterrées assez profondément,
en essayant de calculer jusqu'à quelle profondeur ces bombes pourraient pénétrer afin de protéger les sites de cette manière. Mais ils ont aussi prévu des redondances. Donc, si vous faites s'effondrer un tunnel, il y en a d'autres. Si vous détruisez une structure souterraine, il y en a d'autres qui peuvent être utilisées. Autrement dit, il y a 2 points essentiels ici. D'abord, leur choix d'utiliser ce qu'on appelle le pickaxe bound. Et ensuite, le fait qu'ils se préparent à ça depuis des décennies. On a vu comment ils ont tout planifié dans les autres domaines. Alors, pourquoi penser que cette fois, ce serait différent? Pourquoi imaginer qu'ils n'auraient pas mis autant d'efforts dans ce projet que dans tous les autres? Parce qu'ils sont différents. Ils se voient comme différents. Cette fois, moi aussi, je vais être différent. Non, c'est Trump qui fait ça. Et c'est tout à fait vrai. Je veux dire, c'est vraiment réel. Vous savez, je peux vous en parler à partir de la guerre en Afghanistan. L'administration Obama, quand elle a été confrontée à des doutes sur l'idée d'intensifier la guerre en Afghanistan en 2009, à leur arrivée, eh bien, dans l'ensemble, leur réponse, c'était oui. Mais ça, c'était les républicains. Nous, on est les démocrates, on est différents, on est plus intelligents qu'eux. Et ils utilisaient ce genre de tournure en disant en gros, nous, on va mener ici, en Afghanistan, une guerre de niveau grande école. Mais vous savez, très souvent, la réaction ou la justification, c'était de dire qu'ils pensaient pouvoir faire en temps de guerre ce que l'administration Bush n'avait pas réussi à faire. Parce que bon, c'était les républicains, non? Et donc, c'est exactement la même chose avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Pareil. Là, c'est Joe Biden, c'est, vous savez, les démocrates sans énergie, pas durs, pas de vrais hommes, enfin, vous voyez le genre. Et oui, ce genre d'arrogance s'ajoute à l'arrogance impériale américaine, plus générale. Et là, on comprend pourquoi certaines décisions sont prises. Matt, comment as-tu perçu le conflit entre l'Arabie saoudite et le Yémen? Parce que Axios a rapporté que Donald Trump avait soutenu l'attaque saoudienne contre l'aéroport international de Sanaa. Et pendant que vous maintenez le blocus, vous essayez de créer un nouveau conflit. Parce qu'au fond, vous êtes désespéré d'obtenir plus de pétrole du Golfe Persique. Et là, vous faites quelque chose, une sorte d'attaque contre le Yémen. Le Yémen est capable de riposter très violemment, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, ce qui a vraiment terrifié les Saoudiens et qui a conduit à ce cessez-le-feu, à cet accord de paix en place depuis 5 ou 6 ans maintenant, c'est ce qui a mis fin à cette guerre atroce, enfin plus ou moins mis fin à cette guerre atroce. Les Saoudiens continuent de bloquer de larges parties du Yémen depuis des années, donc la situation reste très difficile là-bas. Il y a encore des problèmes de faim, de médicaments et d'autres choses. Mais oui, cette idée de recommencer maintenant. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, ce qui s'est passé, c'était en 2019, je crois. Ansar Allah, les Houthis, ont frappé les installations pétrolières d'Aramco en Arabie saoudite. Et tout le monde dit que c'était les Iraniens. Peut-être qu'ils étaient impliqués d'une manière ou d'une autre, mais d'après ce que je sais, c'était Ansar Allah. Il n'y a aucune raison pour que ça n'ait pas été eux. Mais encore une fois, dans le récit occidental, ce sont les Iraniens qui l'ont fait. Et oui, ça fait terriblement peur aux Saoudiens. Après ça, on voit des efforts pour essayer de trouver une forme d'accord dans la guerre. Alors maintenant, pour reprendre ton point, tu vas faire ça maintenant. Tu vas lancer ce combat maintenant, alors qu'il y a cette guerre entre l'Amérique, Israël et l'Iran. Alors que tu viens tout juste de traverser ce vrai moment de danger, en mars et en avril, avec le risque de perdre ton infrastructure énergétique. Et maintenant, tu veux relancer la guerre avec les Houthis. Tu vas vraiment faire ça?
Sans parler du fait que vous dépendez maintenant de vos compagnies pétrolières qui exportent depuis Yanbu sur la mer Rouge. Pour ceux qui ne savent pas ce que les Saoudiens ont fait, ils ont construit un oléoduc qui traverse toute la péninsule arabique et qui débouche sur la mer Rouge. De là, le pétrole part soit vers le nord, soit vers le sud. La plupart du temps, il descend vers le sud, en direction du détroit de Bab el-Mandeb, puis vers l'Asie. On parle d'environ 7 millions de barils par jour au total. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 millions qui partent vers le sud, justement pour atteindre l'Asie. Et maintenant, vous allez faire ça, et vous allez mettre tout cela en danger. Qu'est-ce qui empêchera les Houthis, Ansar Allah, de refermer à nouveau le détroit de Bab el-Mandeb et de viser vos installations à Yanbu ainsi qu'ailleurs? Ça n'a absolument aucun sens du côté saoudien. Ils disent qu'ils ont obtenu le soutien des Américains. Bien sûr que les Américains ont soutenu ça. Les Américains sont stupides. Évidemment qu'ils feraient un truc pareil. Parce que, même du point de vue américain, pourquoi voudriez-vous faire entrer complètement l'axe de la résistance, en gros, dans cette guerre? Pourquoi ouvrir un front à l'arrière de votre flotte? Les Américains ont quoi? Une vingtaine de navires là-bas, dans le golfe d'Oman, la mer d'Arabie. Ils vont en repositionner d'autres maintenant, plus au nord, dans la mer Rouge. Mais au final, vous avez les outils juste derrière votre flotte. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi faire ça? Non, vraiment, ça n'a aucun sens. On verra bien ce qui va se passer. Mais bien sûr, il faut se rappeler que les Saoudiens ont beaucoup intensifié leurs opérations au Yémen ces derniers mois, avant même que cette guerre avec l'Iran ne commence. Le Conseil présidentiel de direction saoudien a absorbé le Conseil de transition du Sud. Autrement dit, les deux parties du Yémen qui n'étaient pas sous le contrôle des Houthis ont en gros fusionné. En même temps, les Saoudiens ont, plus ou moins, écarté les Émiratis du Yémen. Donc vous voyez, il ne faut pas regarder tout ça uniquement à travers le prisme de la guerre avec l'Iran, mais dans un contexte plus large, celui des manœuvres géopolitiques de l'année écoulée, notamment la rivalité entre les Saoudiens et les Émiratis, mais aussi la poursuite de la guerre au Yémen, qui reste une guerre à part entière. Ce n'est pas un sous-ensemble de cette guerre avec l'Iran. Ce n'est pas, vous savez, une sorte de chose étrange ou curieuse. Non, c'est une guerre qui dure depuis 2014. Et en réalité, ça remonte même avant, vers 2011, je crois. Mais franchement, pourquoi ils auraient choisi de faire ça? Ça n'a pas beaucoup de sens. À part le fait que les Saoudiens ont leur propre agenda là-bas et qu'ils pensent que, d'une manière ou d'une autre, ça va renforcer leur contrôle, leur influence ou leur domination au Yémen. Peut-être qu'ils se disent que ça va pousser les Américains à revenir de leur côté et à frapper les Houthis et que les Saoudiens en tireront profit. Matt, on a vu le député Ro Khanna se rendre en Cisjordanie et on a vu cette vidéo où, d'une certaine façon, l'armée israélienne, avec des colons, a essayé de le déranger, de lui mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, il en a parlé publiquement. Et la manière dont les grands médias traitent le député Ro Khanna, c'est vraiment incroyable. Ils prennent clairement parti, ils soutiennent la position israélienne et attaquent un membre du Congrès américain pour défendre Israël. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Est-ce qu'ils pensent vraiment avoir l'opinion publique derrière eux? Je parle de Fox News et de ces médias qui s'en prennent à Ro Khanna. Quelle est ton analyse là-dessus? Non, ils ne se soucient pas de l'opinion publique. Ils ont leur ligne éditoriale et elle est indépendante de ce que pense le public. Cette ligne éditoriale reflète leur rôle au sein de l'establishment. Leur rôle, c'est celui de ces grands médias d'entreprise, hérités du passé, qui font partie de l'empire américain. Et Israël fait clairement partie de cet empire.
Et c'est encore pire que ça, parce que nous avons un système de corruption et d'influence légalisée qui permet aux lobbies pro-israéliens d'avoir un poids énorme dans nos élections et dans nos décisions politiques. Ils exercent une influence considérable sur nos médias. Je pense que le fait que les médias américains rapportent qu'un membre du Congrès a été arrêté par des colons armés et que la réaction des médias soit de dire « Eh bien, le député Khanna voyageait sans l'autorisation d'Israël. Il se trouvait dans une zone militaire fermée, sans même mentionner qu'il ne devrait pas avoir besoin de l'autorisation de l'armée israélienne. » Excusez-moi, mais cette zone militaire fermée dont vous parlez, c'est en réalité un village palestinien détruit, non? Donc, au fond, c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Ce n'est pas une surprise. Et la manière dont beaucoup de ses collègues au Congrès défendent Israël montre bien où vont leurs loyautés. Ce sont des hommes et des femmes loyaux envers un pays étranger, pas envers le leur, et même pas envers leur propre institution. On pourrait penser que quelle que soit leur loyauté ou leur relation avec Israël, ils seraient horrifiés, qu'ils seraient furieux, qu'ils seraient en colère de voir l'un des leurs traité de cette façon, et encore plus par un pays que nous soutenons entièrement, un pays qui survit grâce à ce que nous lui donnons. Et surtout maintenant, alors qu'ils vont voter, vous savez, encore des milliards de dollars pour Israël, au moment même où la possibilité d'intégrer Israël dans l'appareil de sécurité nationale américain devient de plus en plus claire, de plus en plus probable. Donc je ne suis pas du tout surpris par la façon dont il est traité. Je suis content qu'il en parle publiquement et j'espère que cela va l'encourager à continuer à se battre, à résister au soutien américain à Israël. Et j'espère aussi que cela donnera envie à d'autres membres du Congrès américain de faire la même chose. Oui, c'est vraiment important. Je pense que ce qu'il a fait est essentiel. Et il essaie de faire passer un message. Au moins, il essaie d'expliquer à tout le monde ce qui s'est passé en Occident. Imaginez un peu s'ils peuvent faire ça à un Américain. Oui, c'est ça. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'ils font aux Palestiniens? Exactement, oui. C'est la réalité, je pense. Et Matt, avant de conclure, on a appris le décès de Lindsey Graham. Lindsey Graham, c'était un candidat républicain très en vue depuis longtemps. Il entretenait de très bonnes relations avec les deux partis, les républicains comme les démocrates. Donald Trump a été très attristé par sa disparition. Il a dit que cet homme l'aidait toujours, qu'il facilitait tout pour lui. Chaque fois qu'il avait un problème avec le Parti républicain ou avec les démocrates, Lindsey Graham était toujours là. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui capable de le remplacer? Je veux dire, Tom Cotton va sans doute, je pense, reprendre ce rôle. Celui d'être, vous savez, le va-t-en-guerre préféré des chaînes d'infos américaines. Et bien sûr, il y en a d'autres qui pourraient prendre la relève, se frapper la poitrine et réclamer du sang, comme l'a fait Lindsey Graham. Je crois que s'il y a une part de tristesse dans tout ça, c'est évidemment pour les victimes de ce que Lindsey Graham a sans cesse soutenu, encouragé, défendu. Les victimes de son bellicisme. Mais en même temps, il faut le dire, c'était un homme vraiment talentueux. Il avait une carrière politique qui, objectivement, était impressionnante. Il comprenait généralement assez bien les médias pour en être l'un des chouchous, pour être présent partout. Les gens disent souvent « Ah, il a repris le flambeau de John McCain après sa mort ». Mais ce n'est pas vrai. Graham n'a peut-être pas eu autant d'influence que McCain, et sa campagne présidentielle n'avait rien à voir avec celle de McCain. Le président a dit « Oui, mais McCain, lui, a eu l'investiture. » Tu vois? Donc, bien sûr, mais Graham, non. Le succès politique de Graham était déjà bien établi, bien avant le décès de McCain.
Et c'est justement cette capacité à réussir pour lui-même, à comprendre les institutions de Washington, à comprendre les médias et à savoir quoi en faire, qui a fait sa force. Ce qu'il a choisi de poursuivre, ce qu'il a choisi de défendre, ce en quoi il a choisi de croire, c'était la guerre, la mort, la souffrance, la violence. Imaginez si quelqu'un avec ses talents avait décidé de les mettre au service de la paix, de la résolution des conflits, du dialogue. Le monde aurait peut-être été différent. Mais, vous savez, Lindsey Graham était une figure de proue de l'appareil de guerre américain, du système, de l'establishment, de l'empire. Et donc, au fond, sa présence comptait, parce qu'il était très visible. Mais sa mort, elle, n'a pas vraiment de sens, parce qu'il sera simplement remplacé par quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Très bien. Merci, Nima.